avantages et inconvénients. Nous allons dérouler cette thématique pendant près d'une heure. Ensuite, cette thématique sera suivie de questions et de réponses pour mieux appréhender toutes vos préoccupations. À l'issue de ce webinaire, nous espérons que vous aurez une meilleure connaissance des formes juridiques, que vos choix seront fondés et que vous allez éviter de venir changer de forme juridique, éviter les modifications. Donc, dans cette présentation, notre collègue Madame Alou va présenter les différentes formes juridiques. Il faut rappeler qu'il en existe plusieurs, mais nous allons mettre l'accent particulièrement sur les formes les plus usitées. La SARL, l'entreprise individuelle et la SA, qui sont celles les plus usitées. Dans nos statistiques, nous comptons à peu près 70%, un peu plus de 70% de demandes qui sont axées sur la SARL et c'est pourquoi nous allons vraiment mettre l'accent sur la SARL. Ensuite, la SA, qui intéresse quand même une petite cible, et puis l'entreprise individuelle que nous n'encourageons pas, mais que beaucoup de personnes choisissent pour démarrer une première activité. Donc, nous allons aussi donner les avantages et les inconvénients associés à ces différentes formes juridiques. En général, les clients, quand ils arrivent, ils nous demandent toujours Madame, pourquoi, comment, quelles sont les implications pour mon patrimoine. Donc, nous allons essayer de revenir sur ces points pour mieux vous édifier, pour mieux vous éclairer dans votre choix. Et puis, nous allons revenir sur des éléments basiques à prendre en compte en amont et en aval de votre choix. Donc, nous pensons qu'à l'issue de cet échange, vous serez assez éclairés pour faire le choix opportun pour lancer vos affaires. Notre but, notre objectif, c'est que vous puissiez faire des affaires pérennes et que vous puissiez lancer une entreprise, une société qui vraiment puisse apporter une plus-value à l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes mieux conseillé, mieux c'est pour le choix de l'entreprise. Donc, sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Madame Alou, qui va s'évertuer à vous donner les grands principes, les grands points de cette présentation. Merci et puis très bonne présentation. Il faut rappeler qu'avant ce webinaire, nous avons déjà organisé 2 webinaires qui ont porté sur différents sujets. Les procédures de création en ligne, on vous a indiqué comment il fallait aller en ligne, comment poster votre demande. Vous savez que depuis mai l'année dernière, les formalités de création en ligne aujourd'hui ne sont plus physiques. Vous devez aller en ligne, même si une partie de la procédure reste encore en présentiel, à savoir la vérification, l'enregistrement. Tout se fait désormais en ligne. Et le premier webinaire, justement, vous a expliqué comment aller en ligne et comment poster cette demande-là. Je voudrais rappeler que les éléments de ce webinaire sont disponibles sur nos différents sites et vous pouvez encore aller regarder pour mieux vous en inspirer. Le deuxième webinaire que nous avons eu à organiser a porté sur les obligations fiscales et sociales. Encore une fois, nous sommes revenus sur ces aspects parce que nous avons estimé que c'était important pour vous de comprendre ces aspects-là. Donc aujourd'hui, nous voudrons compléter cet arsenal par les formes juridiques, mais sachez que toute la documentaire est présente sur nos différents réseaux. Sans plus tarder, je passe la parole à Madame Alou, qui va vous entretenir sur la thématique du jour. Je vous souhaite une très belle session et puis nous espérons avoir beaucoup de questions pour pouvoir adresser vos préoccupations. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Désolée pour la caméra, elle est comme ça. Bonjour, je suis Marie-Laure Alou, chef de projet au guichet unique des formalités d'entreprise. Le thème de ce jour, c'est sur les formalités, sur les différentes formes juridiques d'entreprise qui existent en Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans le cadre de la création d'entreprise, le choix de la forme juridique est une problématique à laquelle sont confrontés tous les créateurs d'entreprises.
Il est question ici de trouver la forme juridique adaptée à la situation de chaque entrepreneur en fonction de la nature, des contraintes opérationnelles, des contraintes organisationnelles de son projet. Ainsi, pour vous guider dans le choix, plusieurs critères existent. Ils sont mentionnés ici pour pouvoir faire votre choix. Et donc, ces critères, nous allons les évoquer après. Mais il faut dire que chaque forme juridique entraîne des conséquences juridiques, fiscales et sociales. Donc, les différents critères qui peuvent vous aider, nous avons recensé plus de 5 critères. Le premier critère que nous pouvons vous évoquer, c'est le critère concernant la nature de l'activité. En fait, une activité, l'activité vous permet de pouvoir faire votre choix. À certaines activités où d'office, vous pouvez choisir la forme juridique en fonction de l'activité. C'est le cas par exemple d'une activité artisanale. Très souvent, l'entrepreneur utilise la forme juridique, l'entreprise individuelle, ou bien il se met en coopérative, c'est-à-dire qu'à une société coopérative. Le deuxième critère que nous pouvons énoncer, le deuxième critère qui peut vous aider à faire le choix de votre entreprise, c'est le besoin de s'associer. Si, par exemple, un entrepreneur n'a pas besoin d'avoir un associé, il peut choisir la forme juridique qu'il veut, soit une entreprise individuelle, soit une SARL unipersonnelle. Mais s'il a l'intention de fusionner ses forces avec d'autres personnes, c'est-à-dire essayer d'avoir un objectif d'accélérer son développement de l'entreprise, il peut opter pour avoir des associés dans cette forme juridique. Dans ce cas, il pourra se mettre dans une SARL pluripersonnelle. Donc, on reprend les critères. Le premier critère, c'est l'activité. L'activité peut vous amener à faire un choix par rapport à la forme juridique. Le deuxième critère qu'on a évoqué, c'est le critère concernant l'associé. L'entrepreneur peut choisir de s'associer avec d'autres personnes pour pouvoir créer son entreprise. Ou il peut décider de gérer son entreprise en tant qu'indépendant. Dans ce cas, il opte pour une entreprise individuelle où il gère sa société de façon indépendante. Mais s'il veut l'intention de fusionner des compétences, bien rechercher des compétences, essayer d'avoir plus de force pour pouvoir se développer, l'entrepreneur peut opter de s'associer avec d'autres personnes afin de pouvoir mieux développer sa structure. Le troisième critère, c'est l'organisation du patrimoine. À cela, il faut savoir que quand vous créez une société, le patrimoine doit être protégé. En fait, d'autres structures vous permettent de protéger votre patrimoine et d'autres, vous êtes obligé de faire une responsabilité illimitée. Donc, pour celui qui crée une entreprise individuelle, par exemple, son patrimoine propre est confondu avec le patrimoine de l'entreprise. Donc, ici, son patrimoine n'est pas protégé parce que lorsqu'il y aura des dettes au cours de l'entreprise, au cours de l'exercice de son entreprise, le patrimoine personnel est impliqué dans le paiement de ces dettes. Donc, en ce cas, il ne protège pas son patrimoine ni le patrimoine de sa famille.
Et même si l'opérateur décide de protéger son patrimoine ou bien de le transmettre, dans ce cas, il opte pour une forme juridique qui est plus appropriée où les conséquences sont limitées. Les conséquences et son patrimoine est protégé parce qu'elle est dissociée de l'entreprise elle-même. Le quatrième critère que nous pouvons utiliser, c'est le critère financier. Quatrième critère, les besoins financiers. Un opérateur qui a l'intention de se développer ou acquérir un besoin financier, soit un investissement par des partenaires, très souvent le partenaire peut lui imposer une forme juridique. Parce que le partenaire va rentrer dans son capital et donc il va imposer une forme juridique. Dans ce cas, le besoin financier impose automatiquement à la structure de pouvoir créer une société et non une entreprise individuelle. Le cinquième critère, on peut noter le critère du fonctionnement de l'entreprise. Vous savez que le fonctionnement de l'entreprise est prévu par les tests, par les dispositions légales. Et donc, certaines règles de fonctionnement sont contraignantes pour une activité, pour une forme juridique choisie. Par exemple, vous pouvez avoir des formes de fonctionnement souples, des fonctionnements flexibles ou contraignants. Donc, ces règles juridiques vous pouvez vous appuyer sur ces différentes règles juridiques pour pouvoir faire le choix de votre forme juridique. Ça suppose que vous êtes informé de toutes les dispositions légales concernant chaque type d'entreprise. Le sixième critère que nous pouvons énoncer, c'est le critère concernant les dispositions légales. Par exemple, une loi peut imposer d'office une forme juridique. En Côte d'Ivoire, dans le cas du transport des personnes, des biens des personnes, vous êtes obligé de créer une SARL, une société et non une entreprise individuelle. Donc l'État fixe certaines dispositions par rapport à votre activité, par rapport au capital social. Donc ça peut être un critère aussi qui va vous permettre de choisir la forme juridique. Ça suppose que le client ou bien l'entrepreneur qui veut créer une société doit d'abord se renseigner sur les dispositions légales qui sont en vigueur par rapport à son activité. Je m'explique. Si vous voulez faire une activité, il est bien de vous rapprocher des administrations qui donnent des agréments, parce que des activités qui sont soumises à agrément. Et selon la loi, il y a des conditions pour vous permettre. Et là, la loi peut vous obliger à mettre une autre société, soit une SARL, soit une entreprise individuelle. Il y a aussi la cession. Lorsqu'on va accéder à certains marchés, on peut vous demander une forme juridique imposée. On peut vous imposer une forme juridique. Par exemple, si vous voulez opter pour un appel d'offres, les conditions même de l'appel d'offres, vous demander à ce que vous vous constituez soit en une société ou bien en une personne morale. Donc, il y a des critères qui sont des critères réglementaires et des critères aussi qui peuvent décrire de la crédibilité vis-à-vis des tiers. Je m'explique. Par exemple, une entreprise individuelle, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des banquiers, on peut parler d'incrédibilité parce que vis-à-vis de ses partenaires, vous n'êtes pas crédible. Ça peut être aussi un critère pour pouvoir choisir la forme juridique qui vous sied et qui est adaptée à votre structure. Donc, pour récapituler, pour pouvoir pour choisir la forme juridique, il faut vraiment prendre le temps de voir les critères, d'analyser les critères qui peuvent vous permettre de faire le choix adapté à votre projet. Donc, ces critères-là sont énumérés. Ne sont pas exhaustifs, il y a plusieurs critères que vous pouvez tenir compte de ça. Ça peut être des raisons fiscales, des raisons sociales. Au niveau de l'OHADA, il faut que l'acte uniforme fixe certaines formes juridiques. Et les formes juridiques prévues par le droit des sociétés, nous avons l'entreprise individuelle, nous avons l'entreprise individuelle, la société à responsabilité limitée, SARL,
la société anonyme, la société coopérative, la société par action simplifiée SAS, la société en nom collectif, la société en participation et le bureau de représentation et la succursale et le GIE ou le groupement d'intérêt économique. Nous allons entrer dans les détails pour voir les différents avantages, les caractéristiques d'abord de ces entreprises, les avantages et les inconvénients de chaque entreprise, de chaque société, de chaque forme juridique. Concernant l'entreprise individuelle, l'entreprise individuelle, c'est couramment on l'appelle établissement. Elle est gérée par une personne physique et l'exercice de l'activité par l'entrepreneur se fait de façon indépendante. Et il faut savoir que dans cette forme d'entreprise individuelle, comme on l'a dit, elle ne protège pas le patrimoine propre de l'entrepreneur. Parce qu'il y a une responsabilité illimitée qui va jusqu'à le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l'entreprise. Comme avantage par rapport à cette forme juridique d'entreprise, il faut dire que le promoteur exploite ses affaires pour son propre compte. Comme c'est une personne physique, elle exploite ses affaires pour son propre compte. L'avantage que nous pouvons voir au niveau de l'entreprise individuelle, il n'y a pas de capital à constituer. Il n'est pas fait obligation de rédiger des statuts. Et le fonctionnement, comme je l'ai dit, il est moins contraignant parce que c'est une personne physique qui crée son entreprise et qui gère pour son propre compte. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de capital à constituer, il faut dire que vous ne faites pas d'apport à l'entreprise, parce que ce n'est pas une personne morale, donc vous ne faites pas d'apport. Lorsque vous avez déjà constitué les dossiers, vous pouvez déjà, vous n'avez pas besoin de statut, de rédiger des statuts et tout. Vous n'êtes pas obligé de passer par devant notaire pour pouvoir créer cette forme juridique d'entreprise. L'inconvénient, comme on vous l'a dit, c'est que les biens ne sont pas protégés. La responsabilité, elle est illimitée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une dette, l'entrepreneur paye sur tous ses biens, que ce soit le bien professionnel ou bien le bien personnel. Et si l'entrepreneur est marié sous le régime le régime matrimonial des communautés de biens, lorsqu'il y a une dette au cours de l'exercice de l'entreprise, le créancier peut saisir non seulement les biens de l'entreprise, saisir les biens de la famille et même saisir les biens du conjoint et même des enfants. Cette forme juridique, généralement, l'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas crédible vis-à-vis des banquiers et même des tiers. Lorsqu'on souhaite on souhaite agrandir sa structure pour l'accès au crédit, cette forme juridique est un peu difficile pour avoir l'accès au crédit parce que les banques ne financent pas régulièrement les entreprises qui sont individuelles parce qu'on se dit qu'elles sont insolvables. Qui peut créer une entreprise individuelle? Toute personne physique capable, ayant la majorité légale. En Côte d'Ivoire, la majorité légale est de 18 ans. Il faut être détentrice, la personne doit être détentrice d'une pièce en cours de validité. Un enfant mineur justifiant un acte d'émancipation légale peut aussi créer cette entreprise. Donc, au niveau de l'entreprise individuelle, nous passons maintenant à l'entreprise, à la société à responsabilité limitée. Ici, c'est une personne morale, une personne qu'on peut dire une personne fictive. Elle est constituée par un associé, ou dans ce cas, on parle de SARL unipersonnel, ou en deux ou plusieurs associés, une SARL pluripersonnelle. En Côte d'Ivoire, il faut dire que depuis 2015, pour la création d'une SARL, surtout pour la rédaction des actes, la loi n'est pas obligée de passer devant notaire. Il n'y a pas d'obligation de passer devant notaire pour la rédaction des actes. Donc, les actes, les statuts peuvent être sous seing privé
ou par acte notarié sur l'opérateur opte pour avoir un acte de passer par devant le notaire, sinon ce n'est pas une obligation. La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants. Ils peuvent être des associés ou non. Le dirigeant agit en son nom propre, au nom de la société. C'est-à-dire, le dirigeant, lorsqu'il agit, contrairement à l'entreprise individuelle où le dirigeant, l'entrepreneur agit pour son propre nom, à son propre nom, ici, le dirigeant qui est nommé, il agit pour le nom et pour le compte de la société. Toute décision qui doit entraver la bonne marche de l'entreprise, bien qu'il veut prendre, doit avoir l'aval des associés. Toutes les décisions importantes il doit avoir l'aval des associés. Dans une entreprise, dans une SARL, on n'a pas de capital minimum exigé. Auparavant, depuis 2015, on n'est pas obligé d'avoir un capital minimum. On peut avoir un capital de 500 000, 100 000, il n'y a pas de capital minimum fixé. Les apports qui sont faits au niveau de la SARL, on peut faire des apports en numéraire, c'est-à-dire de l'espèce, de l'argent. On peut faire des apports en nature. On peut faire des apports en industrie. Je m'attarde un peu sur ces apports. Les apports en nature sont des apports qu'on fait, sont des biens corporels ou incorporels. C'est-à-dire ça peut être une voiture, ça peut être un meuble, ça peut être des ordinateurs qu'on apporte à la société. L'apport en industrie, c'est la capacité qu'on donne, c'est-à-dire qu'on offre ses compétences et en retour, la société nous donne des parts en contrepartie, nous donne des parts sociales. Dans une SARL, on parle de parts sociales, c'est-à-dire que la valeur nominative est au minimum 5 000 francs. Les avantages de cette forme juridique, il faut dire que c'est un mode de gestion qui est simplifié. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de capital minimum. Donc, on peut libérer le capital que nous souhaitons. La possibilité de faire des apports en industrie, c'est possible dans ce cas de figure, dans cette forme juridique. La particularité, c'est que ici, dans cette forme juridique, les apports sont limités. C'est-à-dire que la responsabilité est limitée. Contrairement à l'entreprise individuelle où c'est illimité, où on prend sur tout le patrimoine de l'entrepreneur, ici, c'est limité et c'est en concurrence de ton apport que tu fais à la société. La procédure des statuts, comme je l'ai dit, désormais, c'est devenu très simple puisqu'on peut avoir des actes sous seing privé et à cela, nous avons des modèles sur notre site que vous pouvez télécharger. Les associés ont la possibilité d'assurer un contrôle étroit de l'accès des nouveaux associés au capital de la société. C'est-à-dire que dans cette forme juridique, je ne peux pas prendre sur moi d'envoyer un autre associé dans cette forme juridique. Il faut que tous les associés puissent s'asseoir, faire une assemblée générale pour pouvoir accepter d'autres associés, de nouveaux associés dans la forme juridique, dans la société. La société pourra continuer d'exister en cas de décès de l'un des associés, sauf s'il y a des clauses contraires qui sont prévues dans les statuts. Ici, les associés peuvent être mineurs. On peut transformer une SARL, la possibilité de transformer une SARL en une autre forme juridique, soit passer en SAS et en c'est possible. Dans cette forme juridique, on peut libérer le capital social qu'on a décidé de moitié. C'est-à-dire que vous libérez au moment de la création, vous libérez la moitié et par la suite, au bout de 2 ans, vous devez libérer la totalité. Elle offre une sécurité pour les associés, cette forme juridique, et les cessions des parts sociales aux tiers doivent être obligatoirement agréées par les associés. Dans cette forme juridique, il faut dire que les époux peuvent aussi être des associés parce qu'ils sont considérés comme commerçants et en plus parce que la responsabilité est limitée et que ça fait seulement que sur les apports qu'ils apportent à la société. Donc les époux peuvent aussi être des associés dans cette forme juridique.
Les inconvénients de cette forme juridique, c'est inadapté pour certaines activités très importantes, telles que les banques ou les assurances. Cette forme juridique ne peut pas, puisqu'elle ne peut pas opter plusieurs de capitaux, elle ne peut pas faire appel public à l'épargne. Elle ne peut pas émettre des valeurs mobilières. Les associés ne peuvent librement pas céder les parts sociales à tout autre associé qu'ils veulent, selon leurs besoins. Bon, on peut passer au cas pratique. Il faut dire que si nous prenons une société de livraison, par exemple, un des associés décide d'apporter un apport en numéraire 500 000 francs et l'autre décide d'apporter une contribution pour mettre en place ce service de livraison. Il apporte la somme de 3 millions en apport numéraire, M. Boumois, et l'autre de côté décide d'apporter une camionnette. On va évaluer l'apport en nature pour pouvoir donner un certain montant. Par exemple, si on a décidé d'avoir un capital de 10 millions, par exemple, le camion va être évalué et il y aura un montant par rapport à cet apport en nature. Par contre, on ne peut pas évaluer le capital, l'apport en industrie ne fait pas partie du capital social. Donc, celui qui apporte sa compétence, eh bien, sa compétence, bien son travail, ne peut pas être dans le capital social. Mais en contrepartie, les associés lui donnent des parts. Et ces parts ne doivent pas dépasser 25% du capital social pour l'apport en industrie. Donc, s'il y a au moins 5 personnes qui fournissent des apports en industrie, la totalité de leur apport en industrie ne doit pas dépasser 25% du capital social. Donc, pour résumer, par rapport à la société, la SARL, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une SARL, on peut avoir un associé, on peut avoir plusieurs associés. Le capital n'est pas exigé, on n'est pas obligé de passer par notaire pour pouvoir réaliser ses actes. Et ça a l'assurance de protéger les biens de la famille parce que le patrimoine, la responsabilité est limitée seulement aux apports. Et on ne peut pas est limitée seulement aux apports. La société anonyme, c'est une autre forme juridique. Elle est une société commerciale